Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission avec cette photo prise le 4 février 2022 à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Sourire chaleureux entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à quelques jours seulement de l'invasion russe de l'Ukraine. Et tandis que plusieurs capitales occidentales boycottaient ces Jeux chinois, invoquant les droits de l'homme et la question ouïghour, Chine-Russie unie contre l'Occident, c'est une affiche récurrente. Mais à y regarder dans le détail, quelle est la vraie nature de la relation sino-russe? Voisinage géographique, mais nombreux conflits historiques, vision du monde identique sur des points stratégiques, autoritarisme, détestation du leadership américain et des valeurs occidentales. Sauf que derrière l'amitié, il y a aussi, vous allez le voir, des rapports de force. Bref, une relation tout en ambivalence qu'on comprend mieux comme toujours avec nos cartes. La Russie est le plus grand État du monde, 17 millions de kilomètres carrés, mais elle ne compte que 145 millions d'habitants. La Chine, 9,6 millions de kilomètres carrés, est moitié plus petite, mais 10 fois plus peuplée. C'est aujourd'hui la deuxième économie mondiale après les États-Unis, alors que la Russie n'est que la 11e, malgré sa taille. Leur frontière commune, l'une des plus longues au monde, s'étend sur 4200 kilomètres. À l'ouest, une quarantaine de kilomètres au carrefour du Kazakhstan, de la Mongolie et de la région chinoise du Xinjiang. Et à l'est de la Mongolie, 4133 kilomètres jusqu'au Pacifique, de part et d'autre des rivières Argoun, Amour, Ussuri et Tioumen. Mais c'était jusqu'ici une zone peu active. Peu de grandes villes, Khabarovsk, comme Somolsk-sur-Amour et Vladivostok côté russe, côté chinois Manjuli, Heihe et les gros centres comme Harbin plus au sud. Peu de points frontières aussi, tout juste 23, même si en juin 2022, un premier pont routier entre les villes de Heihe et Blagoveshchensk a été inauguré. Notons cependant le contraste entre les 5 districts fédéraux frontaliers en Extrême-Orient, 5,3 millions d'habitants, l'essentiel des Russes vivant à l'ouest de l'Oural, et la densité des 3 provinces frontalières chinoises, 80 millions d'habitants. Mais au-delà de la géographie, cette relation sino-russe s'appuie aussi sur une longue histoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. À la fin du XVIIe siècle, l'empire des Qing bloque l'expansion russe en Asie. Mais au XIXe siècle, la Russie tsariste profite de la faiblesse de la Chine pour annexer des territoires au nord du fleuve Amour. Après la révolution russe de 1917, premier rapprochement. Les communistes soviétiques soutiennent leurs camarades chinois et à la création de la Chine populaire en 1949, l'URSS de Khrouchtchev se voit comme sa grande sœur. Mais dans les années 1960, Mao s'oppose politiquement à Moscou, ce qui aboutit en 1969 à la guerre sino-soviétique entre les deux puissances nucléaires. Cette rupture permet 3 ans plus tard le rapprochement Chine-États-Unis. Mais la chute du mur de Berlin, vue comme une victoire du modèle occidental, va relancer le partenariat sino-russe. En 1989, Mikhaïl Gorbatchev se rend à Pékin, misant sur d'évidents intérêts communs. Moscou a beaucoup d'armes et de matières premières à vendre, surtout en Extrême-Orient. Gaz, pétrole, charbon, bois, plomb, étain, argent. De quoi intéresser la Chine en plein essor économique et frappée par un embargo militaire après le massacre de Tiananmen. Les derniers litiges frontaliers près de Khabarovsk sont rapidement résorbés. Et en 1996, les deux États signent un partenariat stratégique transformé en 2001 en traité d'amitié et de coopération. Signe de ce pivot vers l'Est russe, les deux grands se rapprochent aussi au Conseil de sécurité de l'ONU. Membre permanent, ils s'opposent à l'intervention de l'OTAN lors de la guerre du Kosovo en 1999. Leur objectif, désoccidentaliser le monde et contrer l'hégémonie américaine. L'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, ici lors de son premier voyage à l'étranger, à Moscou bien sûr, va renforcer cette entente politique. Exemple édifiant, à l'ONU, entre 1946 et 2022, l'URSS puis la Russie a utilisé 118 fois son droit de veto, la Chine 17 fois, chacune voulant garder le contrôle sur son étranger proche, Hong Kong, mer de Chine et Taïwan pour la Chine, Crimée ou Syrie pour la Russie.
Depuis 2007, les deux grands ont utilisé 14 fois ensemble leur droit de veto, empêchant notamment en février 2012 la condamnation par l'ONU de la sanglante répression en Syrie. Le partenariat est devenu une quasi-alliance. Et pourtant, lors du vote crucial de l'ONU condamnant l'attaque de Poutine contre l'Ukraine le 2 mars 2022, Pékin ne soutient pas Moscou mais choisit de s'abstenir. Cela montre bien la relation complexe entre les deux pays, malgré leurs points communs, héritage communiste, capitalisme d'État, autoritarisme. Pékin dose son soutien en fonction des rapports de force mondiaux. Alors essayons de comprendre précisément ce que la guerre en Ukraine a changé à cette relation sino-russe. Regardons d'abord les interdépendances. Côté hydrocarbures, la Chine, premier consommateur mondial d'énergie, reste un marché vital pour la Russie, deuxième exportateur mondial de gaz et troisième de pétrole. Car avec la guerre en Ukraine, Moscou s'est aliéné ses nombreux clients européens. Côté pétrole, en 10 ans, Moscou a déjà presque doublé sa part dans le pétrole chinois, doublant l'Arabie saoudite. Le pétrole est livré au nord-est industriel chinois, ainsi qu'au Japon et à la Corée du Sud, via l'oléoduc ESPO Sibérie-Pacifique, le deuxième plus long au monde, ou via un autre pipeline passant par le Kazakhstan. Côté gaz, Gazprom et la China National Petroleum Corporation ont signé en 2014 le plus gros contrat de l'industrie gazière, 400 milliards de dollars sur 30 ans, livrant du gaz via le gazoduc Force de Sibérie 1 ou ceux venant de l'île de Sakhaline. Mais depuis février 2022, pour booster ses ventes vers la Chine et l'Inde, Moscou doit se résigner à de fortes réductions de prix jusqu'à moins 20%. La Russie pousse aussi à la construction du gazoduc Force de Sibérie 2, espérant livrer d'ici 2030 à la Chine une partie du gaz de Sibérie occidentale, jusqu'ici vendu à l'Europe. Les experts estiment cependant qu'il faudrait investir des sommes colossales pendant au moins 10 ans pour connecter les champs sibériens à la Chine. Côté militaire à présent, les relations sino-russes sont plus ambivalentes. Depuis 2005, les manœuvres communes sont régulières, ici en mai 2022 face au Japon et à la Corée du Sud, et en septembre les manœuvres Vostok en Sibérie. Mais on le voit, après le boom des années 2000, la Chine a réduit ses achats d'armes russes. En effet, elle a développé ses propres armes et Moscou refusait de lui céder ses systèmes les plus sophistiqués. Des hésitations abandonnées depuis l'annexion de la Crimée, Pékin ayant déjà acheté 24 chasseurs multirôles Su-35 et des systèmes antiaériens avancés S-400. Enfin, la Chine est devenue ces dernières années le premier pourvoyeur de biens de consommation, d'équipements et d'agroalimentaire en Russie, dépassant l'Allemagne. En juin 2022, une voiture sur 5 vendue en Russie était chinoise. La Chine vante aussi son expertise en surveillance, en intelligence artificielle, et Huawei est en lice pour le futur marché de la 5G russe. Enfin, côté financier, depuis la guerre en Ukraine, banques et marchés russes se détournent de l'euro et du dollar au profit du yuan. Bref, on voit bien l'évolution croissante des échanges sino-russes. Mais si la Russie en guerre a besoin de la Chine, Pékin et ses entreprises hésitent à trop aider les entreprises russes pour ne pas subir les sanctions secondaires américaines. Car pour la Chine, États-Unis, Japon et Union européenne restent les principaux partenaires commerciaux, loin devant la Russie, tout juste 14e. Pas étonnant donc que pour développer ces nouvelles routes de la soie, Pékin mise surtout sur ses projets en Asie centrale, au Caucase et en Turquie, n'investissant en Russie que si les projets sont rentables. Reste que Pékin ne veut surtout pas déstabiliser le géant russe à ses côtés, soutenant en public le régime de Poutine, du moins jusqu'à la guerre en Ukraine. Cela s'est ressenti au sein de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, cofondée par la Chine et la Russie. Pékin y ménageait jusqu'ici son allié, notamment vis-à-vis du Kazakhstan, pays énergétiquement et politiquement crucial. Mais la relation pourrait changer. Les années à venir montreront si Pékin profite de ce nouveau rapport de force pour s'imposer plus fortement au Conseil de sécurité au sujet de Taïwan et des mers de Chine,
ainsi que dans des régions comme le Vietnam, l'Inde et sur les routes maritimes du Nord, où Moscou défendait jusqu'ici jalousement ses intérêts. Car culturellement, il ne faut pas oublier que les deux sociétés restent très différentes, voire étrangères. En Russie, le racisme anti-chinois est bien présent. Et même s'il n'y a pour l'instant que 2 à 300 000 travailleurs immigrés chinois en Extrême-Orient, les nationalistes russes dénoncent régulièrement une colonisation rampante, voire une vassalisation politique complète de leur pays. On l'aura compris, l'amitié sino-russe est ambivalente, à la fois fondée sur une vision du monde commune, mais également fragilisée par la rivalité de deux pays voisins, avec leurs logiques impériales spécifiques. La guerre en Ukraine, qui est aussi facteur de division. En effet, l'enlisement de l'armée russe amène Pékin à modérer son soutien à Moscou, avec le principe suivant: la Chine se montre solidaire de la Russie tant que cela sert ses intérêts. Enfin, Pékin, sur le long terme, ne déteste pas l'idée d'une Russie affaiblie et isolée par le conflit, définitivement détachée de l'Occident, tournée vers un monde asiatique sur lequel l'Empire du Milieu régnerait sans partage. Pour aller plus loin, deux ouvrages. Sur la Russie, l'excellent atlas de Delphine Papin, qui dirige le service cartographie du monde, et puis La Chine dans le monde, par la chercheuse Alice Ekman, qui collabore régulièrement avec le Dessous des cartes. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.